Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité. Et à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous parlerons de cette pandémie de l'ombre avec la romancière française Sarah Barouk qui nous propose un ouvrage collectif qu'elle a pensé, conçu, intitulé 125 et des milliers qui paraît aujourd'hui aux éditions HarperCollins. C'est un livre-hommage écrit par 125 célébrités qui raconte alors 125 victimes de féminicide. Une partie des bénéfices sera reversée à l'Union nationale des familles de victimes de féminicide. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité. Ce combat également aujourd'hui en direct live sur nos plateformes streaming, radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Sarah Barouk. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Je vais démarrer par une citation, si vous voulez bien. Chez vous, on croit que l'art sauvera le monde, qu'aimer est un choix, que seuls les liens qu'on tisse diront qui nous étions et qu'il faut être bien gentil. Vous êtes allée sur Instagram, vous? J'ai essayé. Oui, je trouve ça très difficile en fait, ces réseaux sociaux où il faut se résumer en quelques lignes. Et j'ai toujours cru, en fait, j'ai toujours trouvé que la politique, c'est pas que c'était dépassé, c'est que je ne comprends pas toujours très bien les clivages qu'il y a entre les partis, comment parfois on en vient à ne pas défendre les mêmes idées alors que tout ça pourrait appartenir à un clan. Et j'ai toujours eu l'impression que sur moi, l'art avait plus d'impact que n'importe quel discours généraliste, que je comprenais beaucoup mieux l'histoire, les débats de société, les drames, lorsqu'un film me marquait, lorsqu'un livre me marquait qu'autre chose. C'est ce qui fait que cette émission existe aussi, parce qu'on parle de culture et de sujets plus profonds, ce qu'on va essayer de faire. Mais d'abord, cette question, est-ce que justement, parfois, il ne faut pas arrêter d'être trop gentille ? Moi, je pense que si tout le monde était très gentil, il n'y aurait plus de problème. Donc, je crois que c'est une question de qui on a envie d'être dans la vie. Après, c'est pas de la gentillesse, c'est quelles limites on pose. Refuser qu'on soit méchant avec nous, ça ne veut pas dire ne pas être gentil. Merci d'être mon invitée aujourd'hui, Sarah Barouk, pour découvrir alors votre actualité, mais aussi qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, même si aujourd'hui c'est indissociable. Et alors, le début, toujours le début. Très peu d'informations sur vous, Sarah Barouk, mais on va essayer d'y remédier ensemble. Vous êtes née en 1980. Vous êtes la fille de Michel Barouk et d'un père médecin que vous avez raconté dans un livre qui s'appelle Le Cas Zéro. Vous avez grandi dans un quartier difficile de Paris au début des années 90. Quel genre d'enfance vous avez eu alors ? Ah, vous venez de m'enlever 10 ans, c'est adorable. je suis née en 80, mais oui, j'ai grandi dans vous avez grandi, à part si vous étiez sur Paris dans les années 80. Oui, je suis vraiment une Parisienne pure souche. Pardon, est-ce que vous pouvez me reposer votre question ? Je vous demandais quel genre d'enfance vous avez eu alors ? J'ai eu une enfance où mes amis appelaient ça la maison du bonheur. Et en fait, moi, je me reconnaissais pas trop là-dedans parce que j'ai toujours été une enfant plutôt torturée. Qui se posait beaucoup de questions, qui se demandait d'où elle venait. Enfin, j'ai toujours été en décalage. Je m'entendais très bien avec les personnes beaucoup plus âgées que moi. Et finalement, j'avais pas beaucoup de copains au grand détriment et au grand désarroi de mes parents qui, eux, étaient dans un mouvement de jeunesse depuis tout petit. Enfin, ils ont essayé de me faire partir dans toutes les colonies de vacances possibles et imaginables. J'ai été toujours toute seule. Enfin, voilà. Enfin, vraiment, la petite, ce qu'on appelle aujourd'hui la nerd, quoi, qui est plutôt dans ses bouquins, qui essaye de bien travailler à l'école, dans son piano, et niveau social, c'est pas génial. À 20 ans, vous faites l'ESCP, Business School. Vous avez longtemps travaillé dans la production audiovisuelle. Vous avez été membre du comité de lecture chez Gaumont. Vous avez collaboré à plusieurs réécritures de scénarios. Lesquels ? C'est une manière de savoir aussi à quel type de projet vous avez pris part et ce qui vous touche.
Alors, je dirais que ça me touchait pas forcément puisque je prenais un peu les jobs que je parvenais à avoir, mais j'ai commencé en tant que, alors c'est très présomptueux le terme de script doctor, mais c'est comme ça qu'on appelle ça, les personnes qui lisent des scénarios et essayent de les retravailler, chez un producteur qui a fait beaucoup de chemin depuis puisqu'il s'appelle Laurent Zetoun et c'est à lui qu'on doit Intouchable et beaucoup d'autres films. Et j'étais sur, je devais relire les premières versions de Prête-moi ta main, par exemple. J'ai travaillé pour la société qui s'appelle Move Movie, qui est une des 2 sociétés de Bruno Lévy. La première, c'est celle qu'il partage avec Cédric Clapiche, et la deuxième, celle-ci, où j'ai travaillé sur différents projets de scénario. Enfin, voilà le genre de film sur lesquels j'étais missionnée, donc plutôt des comédies. Donc une raconteuse d'histoire. Malgré tout, par la suite, vous avez aussi écrit pour la télévision, la radio, et puis ses livres, évidemment, ses romans. 4 romans, Elle voulait juste marcher tout droit, Le cas zéro, Envole-moi, et Puisque le soleil brille encore, avec des thèmes communs, chers à votre cœur, basés sur des observations, des histoires vraies, entendues ou vécues. Oui, moi j'ai besoin qu'un sujet fasse écho en moi, j'ai besoin de trouver un décalage, un angle inattendu. Par exemple, dans Elle voulait juste marcher tout droit, c'est très inspiré au départ de l'histoire de ma grand-mère, donc juive, cachée dans le sud-ouest pendant la guerre, et qui m'a dit un jour, mais finalement, tu sais, la guerre, ça a été peut-être la plus belle période de ma vie. Et je ne comprenais pas ce qu'elle essayait de me dire. Et elle m'a expliqué que finalement le sentiment de désillusion a été tellement énorme après la guerre que pendant toutes ces années où elle était finalement choyée par une nourrice, qu'elle vivait dans une ferme en plein milieu de la nature, pour elle se rendait pas compte sur le coup que c'était génial, mais ça l'était. Et elle a fantasmé une maman aimante qui viendrait la chercher, qui l'emmènerait visiter Paris. Elle s'imaginait avoir accès à la grande ville, à la culture, au musée. Et puis finalement, c'est une femme tuberculeuse qui ne l'aimait pas qui l'a recueillie, un père qui revenait d'Auschwitz, un frère qui n'était plus là. Donc bref, elle m'a dit, je suis tombée des nues et je me suis jamais remise de ce sentiment de désillusion par la suite. Et je me suis dit, mais effectivement, on n'a jamais raconté la Seconde Guerre mondiale sur cet angle. On s'arrête toujours finalement au moment de la libération, quand les jeunes femmes françaises embrassent les soldats américains sur les chars, et puis c'est terminé, on a l'impression que tout est rose après. Alors qu'en fait, pendant des années, il n'y avait pas d'argent, c'était dur de retrouver... on a vu, nous-mêmes, on a été séparés des nôtres pendant 1 mois avec le confinement, et on avait l'impression de plus se connaître. Donc des gens qui ont été séparés pendant des années, en fait, ils étaient de la même famille, mais sans être de la même famille. Donc c'était ce décalage-là que j'avais envie de raconter. Pareil pour Le cas zéro, bon, effectivement, mon papa est médecin, et il m'a toujours dit, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on n'a jamais parlé du rôle des soignants au début de l'épidémie de sida. Alors, aujourd'hui, ça nous semble évident parce qu'on a traversé le Covid, mais lorsque le livre est sorti en 2017 ou 2018, je sais plus, ça l'était pas du tout. D'ailleurs, personne ne savait ce que c'était qu'un cas zéro. Mais effectivement, les gens ont oublié, ou les jeunes ne le savent pas, mais les premiers cas de sida sont arrivés en 81 dans les hôpitaux parisiens, et le premier test de dépistage n'a été disponible que fin 86. Ouais. C'est un sujet que nous avons beaucoup évoqué dans cette émission avec Charlotte Valandrey, qui était notre invitée. Donc forcément, ce sont des sujets qui sont très importants. Vous avez fait ensuite d'autres livres, Envole-moi et Puisque le soleil brille encore. Vous parlez de lumière, vous parlez de ces choses-là. Et donc, on va y venir évidemment, Sarah Barouk, parce que dans ce que vous venez de nous dire, il y a l'envie de dire aussi les choses à travers une autre lumière, celle qui n'est pas forcément mise en avant. Et ce que vous essayez de faire aujourd'hui, c'est un petit peu ça. On y vient. Sarah Barouk, vous êtes à l'origine d'un ouvrage qui est collectif, qui s'intitule 125 et des milliers. Il paraît aujourd'hui aux éditions HarperCollins. Je sais que Le Parisien et Le Monde, il me semble, ont fait un article aujourd'hui sur celui-ci, et je suis ravie de vous avoir en face de moi. Nous sommes la Journée internationale des droits des femmes, un livre donc hommage, je le répète, écrit par 125 célébrités qui racontent 125 victimes de féminicide. C'est un livre que vous avez pensé, que vous avez conçu, et avant même de rentrer dans ces pages viscérales, il me semble, qui contient une enquête de 2 ans pour identifier et retrouver ces familles qui témoignent dans ce texte.
Parce que sans doute aussi la volonté, vous, de donner ces noms, et peut-être aussi parce que votre nom aurait pu y être. Oui, tout a commencé. Alors c'est drôle parce que je me suis demandé quand est-ce que finalement j'avais eu cette idée. Et sur Instagram, vous voyez, moi-même je replonge dans mon compte, j'ai recherché le jour, je m'en souvenais, le jour du déclic. Et c'était le 12 juin 2020. Ça faisait 6 jours exactement que je m'étais enfuie avec ma fille. Et donc je suis partie en pleine nuit, le soir de la dispute de trop, en tout cas celle où je me suis dit qu'il n'y aurait pas... que la prochaine étape, en fait, serait peut-être la dernière. Et donc, j'ai appelé au secours et je me suis retrouvée à retourner vivre chez mes parents, avec mon bébé, dans ma chambre d'ado. C'était une période très spéciale. Ma fille avait 16 mois et puis elle marchait pas encore. J'étais là et je voyais partout des photos de moi, des souvenirs, et j'avais l'impression d'avoir énormément déçu la petite fille que j'étais. Et j'avais honte. J'avais honte d'en être là parce que je me disais que moi j'avais eu toutes les chances à la base. J'avais eu toutes les cartes pour ne pas tomber dans ce pathos en fait. Ce tragique des convocations au commissariat, des assistantes sociales qui devaient m'expliquer la vie. Enfin, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Et je voulais savoir si j'étais folle, si ça arrivait, à qui ça arrivait en fait ces choses-là. Et plus je me renseignais sur les violences et les féminicides surtout, plus en fait je me rendais compte qu'on ne savait rien, que l'essentiel du discours autour des féminicides, c'est les décomptes de victimes. Sarah Barouk, il y a cette réflexion évidemment qui vient après ces quelques jours. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le avant, le pendant. Comment ça bascule ? C'est un grignotage quotidien. L'emprise, ça n'arrive que lorsqu'on aime. Ça arrive lorsqu'on aime suffisamment la personne pour accepter ses absurdités et l'absurdité de la vie avec. Ça arrive parce qu'on est tellement sous le choc d'une situation qu'on ne comprend pas, que notre esprit ne peut pas comprendre, qu'on est sidéré. Et ce sentiment de sidération, et ça je l'ai appris en menant cette enquête, parce que dans le livre il y a effectivement les portraits des 125, mais il y a aussi ce que j'ai compris de mon histoire et les interviews d'experts. Donc ça je l'ai compris en interrogeant une spécialiste des chocs post-traumatiques. On ne peut pas réagir à l'emprise parce que c'est la seule façon que notre cerveau a de se défendre en fait. Vous faites en fait ce qu'on appelle une fuite chimique. Je ne sais pas si on vous a donné ce terme, en tout cas c'est un petit peu ce qu'on dit, c'est ce cas de sidération où on sort de son corps pour se protéger, on met comme un voile et on a l'impression d'être à l'extérieur et de ne plus vivre la situation pour se protéger, et ça peut durer très 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 longtemps. Sarah Barouk, aujourd'hui, vous avez avancé sur ce livre et on va le développer bien longuement, mais encore une fois, vous y êtes. Est-ce que vous portez plainte ? Vous l'avez visiblement dit. Et aujourd'hui, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que lui, qu'est-ce qu'il est devenu ? Aujourd'hui, la garde de votre fille, est-ce que c'est vous qui l'avez ? Oui, j'ai la garde de ma fille. Alors, tout cela, en fait, c'est des réflexions extrêmement longues. Déjà, vous avez tout à fait raison. Je me suis rendu compte, moi, que j'étais spectatrice de ma vie le jour où je me suis dit c'est pas possible ce qu'il fait subir à la mère de Nina. Je l'appelle Nina, ma fille, dans le livre. Et quelques minutes après, je me suis dit mais c'est moi, sa mère. C'est-à-dire que j'étais tellement dissociée, c'est ça le terme, que je n'arrivais pas à concevoir que c'était de moi dont il s'agissait dans ces mauvais traitements. Chaque histoire est différente. Moi, au début, je me suis dit, je me suis enfuie avec ma fille, donc j'avais peur d'être attaquée et qu'on m'accuse de l'avoir kidnappée. Donc, je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Vous savez, vous partez en pleine nuit, vous dormez pas, votre bébé il est paumé, vous-même. Enfin, je suis arrivée chez mes parents, j'avais aucun vêtement. J'avais pas de brosse à dents, j'avais rien. Je suis partie avec les biberons et les doudous de ma fille. Donc, je me suis dit, ça va encore me retomber dessus. Parce qu'il faut savoir que l'année d'avant, on nous avait signalé.
Et j'ai été convoquée au commissariat et on m'avait menacé de déclencher une enquête sociale et donc de me retirer mon bébé de quelques semaines, le temps de savoir si j'étais une mère assez responsable. Et donc j'avais eu tellement peur que j'avais grandement minimisé les faits parce que je m'étais dit mais si on me l'enlève là, je deviens, enfin je saute par la fenêtre quoi. Donc je me suis dit là j'ai plus le choix en fait, il va falloir que je parle à la police. Donc je suis allée sur le chat du gouvernement et j'ai expliqué la situation. On m'a dit bah oui allez déposer une main courante. Et pour ne pas être accusée de kidnapping. Ça vous protégera. Ça vous protégera. Sauf que lorsque je suis arrivée, j'ai commencé à déposer la main courante et l'officier gradé ou le commissaire, je ne sais plus ce que c'était, descend avec une pile de vêtements, une pile de papier et me dit « Bonjour Sarah ». Je ne l'avais jamais vue. Elle me dit « Je tiens là le chat que vous avez eu sur le site du gouvernement. C'est très grave ce qui se passe chez vous. Alors je vous explique, c'est pas une main courante, c'est une plainte et c'est nous qui décidons. » Et ça s'est passé comme ça. Et là, en fait, on est pris dans une double sphère, c'est-à-dire qu'il y a le pénal, où on ne décide rien, et il y a toute la sphère de l'univers familial. Quel mode de garde pour l'enfant, quelles répercussions familiales, etc., etc. Ce ne sont pas les mêmes juridictions. Il y a quelque chose qui se passe avec tout le tribunal, enfin le judiciaire, le pénal, où on est convoqué là dans les nouveaux bâtiments, etc. Et puis après, il y a le juge aux affaires familiales, c'est encore autre chose. Et là, l'avocate m'a clairement dit... avec votre dossier, c'est sûr que votre fille, elle verra son père une fois par mois ou 2 fois par mois, grand maximum, 2 heures dans une salle médiatisée. C'est le cas aujourd'hui ? Non, c'est pas le cas aujourd'hui parce que justement, je me suis dit, mais ok, moi ça va me soulager, mais qu'est-ce que je fais de l'avenir de ma fille ? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux qu'elle ait comme image de la relation avec son père ? Puis il y a eu pas mal d'événements qui ont obligé son père à elle à se soigner, à se remettre en question, à être suivi, à faire un chemin aussi pour avoir le droit de voir sa fille. Quel rapport vous entretenez aujourd'hui avec cet homme, Sarah Barouk ? Je lui parle, on se parle. J'ai presque de la peine encore parfois. Voilà. Il est conscient ? Pas tout à fait. Non. Ouais. Donc il y a quand même un travail, un chemin à faire avec ce type de personnalité. On imagine que c'est peut-être souvent le cas. Je ne sais pas, vous allez nous le dire. Est-ce qu'il y a un homme type ? Est-ce que finalement c'est toujours un peu le même schéma ? Je suis en train de... Il y aura un tome 2 à ce livre qui va s'intéresser au pendant masculin, justement. Et je me demande parfois si les hommes sont violents ou si cette terre génère des folies qui ne sont pas soignées. Et qu'à force de craindre... on a en France une image de la psychiatrie, des médicaments, des psychotropes, etc., plutôt négative. Quand quelqu'un dit qu'il est suivi par un psy, on l'associe tout de suite à un fou, alors qu'en réalité... Beaucoup d'hommes violents le sont parce qu'ils ont des addictions, le sont parce qu'ils ont des psychoses qui ne sont pas soignées. Et du coup, si on avait la possibilité d'intervenir à ce niveau-là et de médiatiser les solutions, il y aurait peut-être moins de violence. Sarah Barouk, aujourd'hui, est-ce vous arrivez à refaire votre vie, à croire en l'amour ? Est-ce que vous pensez toujours à l'horizon bleu ? Vous avez lu le livre alors ? On essaie. J'ai toujours beaucoup trop cru en l'amour. C'est ce qui a fait que je me suis faite piéger. Cette idéalisation de l'amour. Mais oui, j'y crois. J'ai quelqu'un dans ma vie. Et c'est étrange parce que je n'ai pas de repère dans le bonheur. Il est très surpris parce qu'à chaque fois qu'on a une bonne nouvelle ou quelque chose se passe bien, je perds tous mes repères et je suis en panique totale. Et en fait, je me rends compte que là où je suis abîmée encore, c'est que ça me tranquillise quand les choses sont dramatiques parce que je connais. Ouais. Vous aviez connu d'autres hommes avant votre mari, Sarah Barouk ? Oui. Donc vous aviez quand même des repères d'hommes plutôt dits bienveillants, ou c'était toujours un peu le même schéma ? Alors, j'ai jamais subi les violences que j'avais subies, mais elles peuvent être psychologiques aussi. Tout à fait. Alors, déjà, il faut dire que dans l'essentiel des cas de féminicide, la violence physique n'est arrivée que le jour du féminicide.
C'est une idée reçue qu'on a sur la violence, de distinguer encore les violences psychologiques des violences physiques. Ça, c'est important de le savoir. C'est très important parce que du coup, des femmes qui ne vivent, entre guillemets, pensent-elles, que des violences psychologiques, s'excluent des femmes menacées. Alors qu'en réalité, elles le sont beaucoup plus que les autres. Parce qu'une femme qui va avoir des bleus, une femme qui va avoir une main cassée, comme je l'ai eu à un moment, à la fin, etc., on va tout de suite s'intéresser, surtout si c'est récurrent. Alors que les violences psychologiques qui isolent les femmes, qui les poussent finalement à énerver leur entourage, parce que une amie que vous refusez de voir une fois, 2 fois, 3 fois, finalement les gens à un moment donné ils arrêtent de venir vers vous. Donc vous êtes véritablement seul. C'est finalement l'étape la plus importante. Voilà. Et je vous dis, l'immense majorité des femmes que je raconte n'ont subi de violences physiques que le jour où elles sont mortes. Sarah Cadour, on va continuer. Barouk, j'ai une amie qui s'appelle Sarah Cadour, alors je l'embrasse. Vous allez rester avec nous dans cette émission. Je vais juste continuer avec cette phrase que vous dites. Je crois que la consolation naît dans la solidarité, dans l'écoute et dans le sentiment qu'un sens peut naître de l'absurde. Dites-vous, on va bien sûr continuer à parler de ce livre maintenant. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec l'écrivaine Sarah Barouk pour son ouvrage collectif 125 et des milliers, écrit par 125 célébrités qui racontent 125 victimes de féminicide. À tout de suite sur Radio J. – 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, le rappel des titres avec Alexandra Sénigou. Rebonjour Alexandra. Rebonjour Cyrielle. À la une de l'actualité en Israël, le ministre de la Justice Yariv Levin accueille un compromis sur la réforme judiciaire, même si rien ne dit que ce texte sera retenu. La proposition a été rédigée par l'ancien ministre de la Justice Daniel Friedman. Le texte modère les plans visant à prendre le contrôle des nominations judiciaires et à restreindre radicalement le contrôle judiciaire par la Cour suprême. Au chapitre sécuritaire, Tsahal frappe cet après-midi une unité du Hamas à Gaza. Une réaction après le déclenchement d'explosifs près des forces israéliennes un peu plus tôt dans la journée. En France, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec de nouvelles grèves, notamment dans les transports. Et puis toutes les raffineries sont également bloquées. Il faut prévoir un plein d'essence. La guerre en Ukraine, les ministres de la Défense de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui pour préparer un plan de livraison de munitions à Kiev. Sur le terrain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que la prise de la ville de Bakhmout par les Russes leur ouvrirait la voie à tout l'est de l'Ukraine. Merci beaucoup Alexandra Sénigo. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec l'écrivaine Sarah Barouk et mes chroniqueurs qui nous rejoignent dans un instant sur Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. Il faut trouver des actions qui, pardonnez-moi l'expression, emmerdent le pouvoir. S'ils ont été élus, c'est pas pour foutre le bordel à l'Assemblée. C'est entre la petite révolution et Interville, quoi. Rendez-vous ce soir.
Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, l'écrivaine Sarah Barouk, pour l'ouvrage collectif 125 des milliers, écrit par 125 célébrités qui raconte 125 victimes de féminicide et qui paraît aujourd'hui aux éditions HarperCollins. Évidemment, Sarah Barouk, des chiffres. En France, une femme est assassinée par son conjoint tous les 2 jours et demi en moyenne, soit en moyenne 125 femmes par an. Il y avait dans ce livre alors surtout la volonté de connaître leurs noms, mais aussi leurs histoires. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, lorsque j'étais du coup chez mes parents et que je cherchais à comprendre si j'avais été folle ou pas, quand je me suis demandé qui meurt de féminicide, je ne trouvais rien. Et je me suis dit, mais si ça s'était mal fini pour moi, pour ma famille, ça aurait été une double peine que non seulement je ne sois plus là, mais qu'en plus je sois considérée comme un numéro par la société. Alors, est-ce que c'est pas seulement parce que je suis ashkénaze et qu'on n'aime pas trop les numéros, mais ça a nourri quand même ma réflexion, cette identité. Et très vite, je me suis dit, on a besoin des statistiques pour faire avancer les choses, pour peser dans les débats, mais on a l'obligation de les humaniser. Parce que non seulement vis-à-vis des victimes, on est indigne, mais surtout en termes de prévention, si on n'explique pas qu'en fait ça arrive à tout le monde, que la victime type n'existe pas, qu'il n'y a pas de stéréotype de femme violentée, le fléau va continuer. Est-ce que vous trouvez que ces femmes ne sont pas assez nommées ? Non seulement elles ne sont pas nommées, mais on ne dit pas qui elles étaient. On continue de reprendre dans les articles les arguments des avocats des accusés présumés. On l'a encore vu récemment avec l'histoire d'Asia qui a été tuée, démembrée et dont les membres ont été répartis dans le parc des Buttes-Chaumont. Tout le monde connaît l'affaire du Buttes-Chaumont et la citation comme quoi il l'aimait tant, il a choisi le plus beau parc de Paris, etc. Mais ça, c'est quoi, à part l'argumentaire de son avocat ? Qui sait qu'elle s'appelle Asia ? Personne, en fait. Toutes les personnes que j'ai interrogées, comme c'est arrivé à peu près en même temps que la sortie du livre, m'ont dit « Ah, t'as vu ce qui s'est passé au Buttes-Chaumont ? T'as vu ?» Et à chaque fois, je leur dis « Oui, comment elle s'appelle ?» Personne ne me répond. On ne connaît pas son histoire, surtout. Jamais. Sarah Barouk. Est-ce que vous avez eu des informations sur son histoire ? Pour le coup, on m'a dit qu'elle avait 2 enfants, etc. Mais je vous avoue que depuis quelques semaines, je suis un peu sous l'eau. Mais ça démontre bien que ce n'est pas là que se porte la lumière. Sarah Barouk, dans ce livre 125 et des milliers, vous avez dû enquêter. Comment vous les avez sélectionnés ? Alors, j'ai essayé d'établir une liste déjà de femmes, parce que ça n'est pas fourni sur Internet, la liste de toutes les femmes mortes de féminicide. Il y en a à partir de 2016, pas avant. C'est les associations comme Féminicide par compagnon ou ex qui ont commencé en fait à dire qui mourait de féminicide, et encore c'est leur définition à elles. En fait, elles m'ont expliqué comment elles procédaient. Elles cherchent meurtre, conjugal, épouse, etc. par mots-clés et attribuent elles-mêmes la notion de féminicide. Alors aujourd'hui, les journalistes commencent à le faire, mais en 2016, personne ne le faisait. C'était elle qui décrétait que c'était un féminicide. Et avant 2016, c'est simple, il n'y en a pas. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai cherché sur Internet femmes mortes, assassinat, couple. Il n'y a que des articles sur des femmes soi-disant folles qui ont tué leur mari. Comme si les maris n'avaient jamais tué leur femme avant 2016, quoi. Incroyable ce que vous nous dites. 125 personnalités donc participent à ce livre qui parle de ces femmes dont vous venez nous parler. 125 personnalités de la littérature, des mondes politiques et artistiques qui prennent la plume pour raconter ces vies détruites. Qui sont ces célébrités qui vous ont dit oui ? Je dirais d'abord, j'ai demandé à celles qui avaient eu un rôle dans ma vie,
que ce soit un rôle sans le savoir ou un rôle en le sachant, des éditrices qui m'ont tendu la main pour la première fois, des gens avec qui j'avais travaillé, des marques tout simplement que j'avais utilisées avec mon bébé, etc. J'ai cherché les présidentes, des romancières qui m'avaient aidée à travers leurs œuvres, des cinéastes, etc. Et puis peu à peu, en fouillant les histoires de mes défuntes, je trouvais des corrélations avec certaines énergies que des participantes déployaient. Par exemple, pour Alam Seili, dont j'ai interrogé la sœur Hajer, Hajer était tellement en colère que la plainte d'Alam n'ait pas été acceptée au commissariat qu'elle a porté plainte contre l'État. Chose qui n'aboutit quasiment jamais. En tout cas, elle est la première pour qui ça a abouti, après un combat de 11 ans qui lui a valu 2 cancers. Enfin, je veux dire, il fallait qu'elle ait une envie révolutionnaire en elle. Je me suis dit, ça, en fait, c'est pour Andrea Bescon. Ouais. Et ça a été le cas. Et j'ai procédé comme ça, en fait, par rapport à ce qu'on me racontait. Et donc, pour retrouver les victimes, parce qu'en réalité, tout le monde me dit comment j'ai trouvé les personnalités, mais ça, c'était la partie facile du travail. Enfin, en revanche, pour retrouver les familles, vu qu'on ne dit rien sur les femmes, entre le moment où on lit un prénom dans un article et celui où on obtient le numéro de téléphone portable de la maman, je peux vous dire qu'il se passe pas mal de temps. Une vraie enquête. C'est une vraie enquête. Une enquête de fond. J'ai demandé à 2 détectives privés de m'aider parce que je me suis dit 125, j'y arriverai jamais. Les 2 ont refusé en me disant que c'était pas possible. C'était des hommes ? Ouais, c'était des hommes qui me disaient que pour retrouver quelqu'un en France, on a besoin de sa date de naissance et de son nom de famille. J'avais à chaque fois ni l'un ni l'autre. Et vous avez réussi toute seule ? Ouais. Sarah Barouk, de ces femmes que vous venez d'évoquer qui ont accepté, Julie Gaillet, Isabelle Carré, Isabelle Giordano, Virginie Grimaldi, Delphine Orviller, Géraldine Maillet, Olivia Ruiz, je peux en citer encore bien d'autres, Leila Slimani, Marlène Schiappa, Valérie Trierweiler, Horatica, c'est volontaire, cette succession, Valérie Benaïm, Alessandra Sublet et bien d'autres. Est-ce que parmi ces grands noms que je viens d'évoquer, et il y en a bien d'autres, il y a des femmes qui sont concernées par les violences conjugales et qui refusent d'en parler ou encore qui ont du mal avec ça malgré leur signature avec ce projet? Tout à fait. Tout à fait. Et pour le coup, ce sont des choses que je ne dirais pas. Bien sûr. Mais pour qui, du coup, ce travail a été thérapeutique aussi. Voilà. Ce qu'elles n'avaient pas osé dire publiquement, finalement, elles l'ont prêté. Et parfois, j'ai pas envie d'être cataloguée, mais il y a une part mystique dans ce livre. On peut pas travailler 2 ans et demi avec la mort, entouré de défunts, de familles endeuillées, sans se repositionner spirituellement. Voilà. Et du coup, ça a été un peu le cas, et je sais pas pourquoi parfois. J'entendais la vie d'une victime et je voyais une personnalité, je ne savais pas pourquoi. Et puis je l'ai su après le texte. J'allais vous demander comment justement vous aviez assigné ces victimes à ces personnalités. Vous venez forcément d'y répondre, Sarah Barouk. Est-ce qu'il y a un féminicide, ou plusieurs, qui vous a fait penser à vous, à votre histoire? Oui. Et en réalité, c'est même ce qui m'a fait comprendre pourquoi je faisais ce livre. Je le raconte d'ailleurs dans un chapitre. J'ai eu l'opportunité d'aller assister à un procès. Le procès d'une des femmes que l'on raconte. Enfin, le procès de l'assassin, mais en tout cas qui s'intéressait à ce fémicide-là en particulier. Et je suis arrivée, j'étais persuadée, moi, depuis le début, que je faisais ce livre pour ma fille, pour moi, pour uniquement faire de la prévention et faire changer les choses. Et en fait, je me suis rendu compte en assistant à ce procès que la victime avait eu par exemple la même fracture que moi au même endroit. Ils ont projeté à l'écran les SMS qu'elle recevait dans les histoires, dans les disputes, et je retrouvais exactement ce que moi je recevais. On a vécu un peu la même situation où nous sommes tombées enceintes à peu près au même moment, avec les mêmes menaces pour ne pas garder cet enfant, etc., etc. Et si vous voulez, c'était terrible parce que elle était morte. Moi, j'étais là. Et je me disais, je suis pas folle en fait d'être partie, et j'ai su au fond de moi que plus jamais je reviendrai.
Voilà. Sarah Barouk, vous parlez dans ce livre de 2 sujets très forts, un notamment qui est l'avortement. Vous parlez aussi du saladier, qui est pour moi l'office d'une crainte en fait tellement folle et que je ne veux pas que l'on raconte évidemment parce que je veux laisser les gens découvrir cette histoire autour de ça. Ça paraît impensable quand on lit cela, évidemment. Et c'est pour ça, en effet, que vous dites que ce livre a une part un peu mystique. Et c'est vrai, parce qu'il y a aussi beaucoup de poésie, cette poésie viscérale qu'on sent dans les mots de ces femmes. Est-ce que cela touche toutes les cultures, toutes les religions, catégories socio-professionnelles ? Je sais que vous allez me dire oui, parce qu'il n'y a pas un endroit où la violence est plus ou moins forte, qui que l'on soit. Comment ça commence quand un homme lève la main ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on le sait pas finalement ? Est-ce que la question reste en suspens ? Bien évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des dysfonctionnements, mais c'est un sujet finalement, et vous le dites aussi dans le livre, qui ne trouvera pas de fin. Une policière vous l'a dit, vous l'avez interrogée, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez eu plusieurs témoins, plusieurs entretiens avec des policiers, des psychiatres, des avocats, des associations et même des philosophes. Ça n'arrêtera jamais en fait. Je pense que ce monde est violent, ce monde est dur. Et le premier réflexe que l'on a, on est constitué comme ça, notre cerveau reptilien est constitué comme ça. La violence est innée. C'est la non-violence qui ne l'est pas. Et ça nécessite un énorme travail sur soi que de ne pas céder à trop de colère, à une réaction physique lorsque la frustration nous dépasse, lorsque la souffrance nous dépasse. Donc j'aimerais vous dire que oui, on va pouvoir faire quelque chose, sauf que la violence étant une réaction à la frustration, c'est difficile de le garantir. Il faudrait que tout ce monde soit en paix et qu'on soit toujours très gentils les uns avec les autres. Je n'y crois pas beaucoup. En revanche, une personne malade, j'entends les maladies psychologiques, les psychoses, etc., n'est pas responsable d'être malade, mais elle est responsable de ne pas se soigner. Et tout est là pour moi. C'est-à-dire que oui, je n'en veux absolument pas au père de ma fille d'avoir souffert d'une psychose qui lui a fait perdre certaines de ses facultés cognitives. En revanche, je lui en veux de ne pas m'avoir écouté quand je lui disais qu'il fallait qu'il se fasse soigner. Et ça, c'est un sujet qui revient énormément et pas que dans les féminicides, évidemment. Je pense, en vous entendant parler à Sarah Halimi et à d'autres dossiers où, en effet, il y a cette psychose, que ça s'appelle une bouffée délirante ou ce que vous voulez, où justement, il y a des signes avant-coureurs bien avant et les familles sont spectatrices de ce genre de choses et elles pourraient agir, elles pourraient dire. Il y a en effet, encore une fois, je pense à Pierre Palmade et à bien d'autres, ce savoir, en fait, le fait de savoir qu'on peut agir sur soi-même et qu'on ne le fait pas forcément parce qu'on reste tous sur la même terre. Sarah Barouk, je vois le temps passer, les chroniques doivent arriver, mais juste 2-3 mots quand même pour terminer, parce que l'actu nous sert aussi. Vous avez participé à la conférence au Conseil de l'Europe sur le sujet, avec Valérie Trierweiler notamment. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se joue en haut lieu ? Je pense que ce que l'on m'a dit, en tout cas, c'est qu'effectivement, ce qui changeait avec ce livre, c'est que on voyait les personnes qui souffraient. Chose que jusqu'ici, c'était pas le sujet en fait, et ça semble fou. Hein. Ça semble fou en fait que pour parler des féminicides, on parle pas des personnes qui sont tuées. On parle d'un phénomène de société. Bien sûr, c'est un phénomène de société. On parle d'argent à attribuer. On parle des solutions finalement avant même de s'intéresser aux concernés et donc aux causes. Donc, en tout cas, c'est la réponse qu'on m'a faite. Et j'ai eu d'ailleurs un homme qui a posé des questions à la fin, qui m'a dit voilà, je suis un homme, j'ose prendre la parole, comme si c'était héroïque, comme si on allait le manger. Moi, je suis pour la paix, donc de toute façon, je cherche à comprendre pourquoi certains agissent comme ça et pourquoi d'autres comme ci. Voilà, moi, j'ai donné suffisamment de temps à la guerre dans ma vie. Et je lui ai dit, mais déjà, il m'a demandé ce qu'il devait dire à son fils. Je lui ai dit, déjà, si votre fils vous écoute quand vous dites des choses, vous m'expliquez comment vous faites, parce que moi, j'ai l'impression que les enfants font comme leurs parents, et pas ce que leur disent leurs parents. Ouais. D'où l'intérêt aussi de l'éducation dans ce genre de sujet, je pense, et on pourrait en parler des heures, et on a tous l'instinct qui nous dit on peut faire ceci, on peut faire cela, mais on se pose la question alors du rôle de la société dans ces assassinats. Évidemment, aujourd'hui, on pense à Gisèle Halimi, que je voulais quand même citer,
Gisèle Halimi, avocate et figure de la lutte pour les droits des femmes. On pense au procès Bobigny en 72 qui a ouvert la voie au droit à l'avortement suite à une mineure jugée pour avoir avorté à la suite d'un viol, et à Simone Veil. Elles avaient ce combat commun, notamment la torture des femmes pendant la guerre d'Algérie. Quel droit, ou alors clairement, quel droit ont les femmes aujourd'hui en France pour lutter? Qu'est-ce qui manque? Je pense que déjà c'est de l'information. Parce que souvent les femmes ne connaissent pas leurs droits. Vous parlez d'avortement, alors on sait qu'on a le droit de se faire avorter, on ne connaît pas toujours les délais. Pour le coup, on ne connaît pas non plus les enjeux. Moi, je connais beaucoup de femmes qui revendiquent à tout prix l'avortement et qui, du coup, démystifient cet avortement. Alors, je ne fais pas du tout partie des gens qui veulent remettre ça en question, mais pour l'avoir fait 2 fois, je peux vous dire que ça laisse des traces et que moi, ça a creusé la faille psychologique et affective que j'avais en moi, qui a laissé place plus tard à de l'emprise. Alors, toutes les femmes qui subissent des violences physiques pour moi ça a été une violence physique cet avortement, mais tout le monde n'a pas mon passé, mon rapport à la maternité, etc. On n'explique pas de quoi il s'agit, on essaie toujours de penser en généralité et pas en cas pratique et pas en cas émotionnel. Voilà. Donc oui, de l'information au niveau technique et de l'information humaine. Il y a beaucoup de choses à faire. Jouer sur l'éducation à l'école, faire des campagnes de sensibilisation, évidemment faire plus parler les enfants, peut-être parfois sur ce qui se passe à la maison aussi, considérer davantage les plaintes des femmes, les écouter, les entendre, leur parler, faire parler les hommes, voir quand les amis des hommes voient qu'ils sont violents, essayer de délivrer les mots. Exactement, vous avez tout à fait raison. Par exemple, encore aujourd'hui, maintenant que je sors ce livre, on me pose des questions. Combien j'ai de femmes qui vont au commissariat et qui me disent mais il n'a pas accepté de prendre ma plainte. Mais un policier n'a pas le droit de refuser une plainte. Ça, les femmes ne le savent pas. Un policier qui refuse de prendre une plainte, c'est un terme, ça veut dire une substitution au procureur. Et il n'a pas le droit de le faire. Quand bien même il pense que cette plainte ne vaut pas, il n'a pas le droit de la refuser. On ne le sait pas. J'ai également fait une conférence et j'initie un cycle de conférences dans les entreprises. Parce que les entreprises aussi ont un rôle. Les gens passent les 2/3 de leur temps en entreprise, la moitié des couples se font sur le lieu de travail et les entreprises ne s'emparent pas de cette question. Sarah Barouk, il y aura un 2e livre. J'aimerais beaucoup voir des hommes dans ce 2e livre. Je sais que vous allez en parler, mais leurs mots aussi sont très importants sur ce sujet. Je sais que vous avez un projet dans un temps très court, on va en parler, un projet qui est un sac à dos. Oui, c'est un sac. Pas forcément un sac à dos, mais un sac. En fait, l'une des rédactrices de ce livre s'appelle Yasmine Buron et elle a créé la marque de sac Rive Droite. Qui est une sac. Alors, elle l'a créée il y a 10 ans avec sa sœur et une autre amie. Très responsable puisqu'il s'agissait de faire des sacs en tissu avec des tissus upcyclés, donc des chutes non utilisées qu'elle-même refaçonnait. C'est une marque qui marche très très bien et lorsque j'ai interrogé l'UNFF à qui les droits sont reversés, l'Union nationale des familles victimes de féminicide, on est arrivé à la même conclusion et c'est une idée qu'elle développait depuis longtemps, qu'une fuite ça se prépare. En réalité, on dit toujours aux femmes qu'il faut qu'elles fuient. On s'étonne qu'elles ne soient pas parties quand elles vivent des violences, sauf qu'elles se font tuer quand elles partent. Généralement, c'est pas généralement, c'est à chaque fois, le féminicide survient quand l'homme qui pensait posséder une femme se voit dépossédé de son bien. Donc l'idée que l'on veut faire passer, c'est qu'une fuite, il faut la préparer. Il faut préparer de l'argent, il faut préparer les papiers, il faut préparer les doudous des enfants, il faut préparer des vêtements, il faut préparer de quoi fuir en sécurité et pouvoir tenir suffisamment de temps avant que la situation se stabilise. Et donc j'ai proposé à Rive Droite de dire pour faire connaître ce concept, il va nous falloir un objet. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on crée le sac pour fuir ? Est-ce qu'il est disponible ce sac ? On le retrouve où ? Il sort aujourd'hui sur le site de Rive Droite. Il y a à l'intérieur de l'étiquette un QR code caché que les femmes peuvent scanner et sur lesquels il y a toutes les informations pour fuir en sécurité. Et ça, c'était très important de le dire. Sarah Barouk, dans cette partie d'émission, on va découvrir toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts pour aller encore plus loin parce que vous savez, la culture, elle en dit long et beaucoup puisqu'elle vous l'aimez aussi. On y vient dans un instant.
et mes acclamations, mon enthousiasme. Viva notre bienfaiteur. Olé. 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 Et bonjour Emma Scali, on part avec vous au théâtre. Bonjour Cyrielle, bonjour Sarah Barouk. Alors moi, en cette journée de la femme, évidemment, j'avais envie d'évoquer les femmes, les droits, la notion de justice et de liberté. Et pour ça, je vous parle d'une pièce de Mathieu Ménegaud qui s'appelle Femmes en colère et qui est adaptée de son propre roman et qui se joue aujourd'hui à la Pépinière du mardi au samedi à 21h et en matinée le samedi également à 16h. Alors cette pièce, quoi il s'agit, évidemment, de quoi il s'agit ? Eh bien, elle se présente comme un procès haletant, aux allures de thriller post-MeToo. En fait, le sujet, c'est le suivant. On a une femme qui est accusée et qui, en même temps, réclame justice. Ce qui permet, en fait, de dévoiler les mystères des délibérés, un petit peu d'une cour d'assises. Et quand la pièce s'ouvre, en fait, on se retrouve au palais de justice de Rennes. Les débats sont clos et le président invite les 2 magistrats et les 6 jurés à des délibérés. Et c'est le sort de Mathilde Collignon, qui est l'accusée, qui dépend désormais de ces délibérations. Alors, on sait très peu de choses en fait sur elle. On sait juste qu'elle réclame justice et que l'avocat général a requis une peine exemplaire, soit 20 ans de prison. Mais elle en espère 15. Et pour cause, si Mathilde aujourd'hui est sur le banc des accusés, c'est parce que elle a été agressée quelques années auparavant et qu'elle s'est fait justice elle-même parce qu'elle était convaincue que ni la police ni la machine judiciaire ne feraient leur travail. Alors elle s'est vengée. J'imagine que la pièce interroge aussi de fait la notion de culpabilité, Emma. Bien sûr, et c'est tout l'enjeu des délibérés. En fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire justice soi-même ? Comment est-ce que Mathilde en est arrivée à passer de l'état de victime à celui de bourreau ? Elle a reconnu les faits, mais de quels faits est-ce qu'on parle exactement, en fait ? C'est-à-dire qu'on parle de ceux qu'elle a commis, elle, ou ceux dont elle a été victime. Avec cette histoire, en fait, l'auteur, il brouille un peu les pistes, mais il développe toute la gamme des points de vue, en fait, des plus tranchés aux plus nuancés sur la question du passage à l'acte et du fait de se faire justice, parce que il met en évidence évidemment les luttes d'influence, la pression médiatique, tout ce qui se joue, toutes les questions graves du type est-ce qu'il faut se préserver du droit, qu'en est-il de la morale, etc., etc. Et pourquoi est-ce qu'on en est là en fait ? C'est ça. Et la pièce embrasse donc plusieurs thèmes qui font sens. Mais évidemment, il embrasse les thèmes de la violence faite aux femmes, mais aussi celui de la légitime défense, celui de la posture des agresseurs dont vous parliez tout à l'heure, qui trop souvent ou parfois se transforment en victimes. Et en fait, tout ça vient interroger l'intime conviction des jurés qui, selon leur sexe, en fait, se retrouvent un petit peu aux prises avec ça. Alors le spectacle, il joue sur tout ça. Il est extrêmement touchant. La mise en scène, elle est efficace, sobre et elle soulève des problématiques extrêmement fortes. Et donc, il faut aller voir cette pièce Femmes en colère, adaptée de son propre roman à Mathieu Ménegaud, qui se joue, au choix, qui se joue actuellement à la Pépinière du mardi au samedi à 21h et en matinée le samedi à 16h. Merci mille fois Emma Scali. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Tout de suite, la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Sarah. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. Alors on commence en musique avec une petite protestation de ma part. Quand on vous demande ce que vous écoutez, vous nous répondez, je vous cite, sinon je ne me permettrai pas, je suis vieille et assez périmée, donc en ce moment je continue d'écouter du Stevie Wonder, du Donny Hathaway ou du Lauryn Hill. Alors je m'inscris en faux, Sarah Barouk. 1. Vous n'êtes ni vieille ni périmée. 2. Beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui aimeraient arriver à leur cheville. On commence donc par Stevie Wonder, un artiste au destin incroyable, un modèle de combativité et d'optimisme. Bien que né aveugle, il dira toute sa vie qu'il a eu la chance d'avoir survécu et qu'il a donc été porté par la chance. Alors à propos de combativité, puisque vous dites souvent dans cette émission, ma chère Cyrielle, qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie, je voudrais évoquer rapidement la chanson Higher Ground qu'on peut entendre. Nous sommes en 1973 et Stevie Wonder vient de sortir son album Inner Vision. Sur cet album figure la chanson Higher Ground, dans laquelle
laquelle le chanteur dit croire à la réincarnation et au fait qu'on a tous une deuxième vie. Nous sommes donc le 6 août de cette année-là et Stevie Wonder, qui a 23 ans à l'époque, se rend à une émission de radio dans une voiture conduite par son cousin. Et là, c'est le drame. La voiture entre en collision avec un camion. Stevie Wonder tombe dans le coma. Il est transporté à l'hôpital. Ses proches se relayent à son chevet en espérant qu'il va se réveiller. Et puis le miracle se produit. Ira Tucker, le manager de Stevie Wonder, lui fredonne à l'oreille la chanson Higher Vision. Et là, Stevie Wonder se met à bouger les doigts au son de cette musique et finit par reprendre conscience. Et donc cette chanson qu'on peut entendre qui parle de réincarnation et de deuxième vie, que Stevie Wonder revient dans le monde des vivants. On va continuer avec une autre info très très brève, mais dans un instant, ou peut-être deux autres infos très brèves dans un instant, parce qu'on va devoir rendre pour le journal de l'information, et puis on continue évidemment cette chronique émotion. Jérôme Goulon, ça vous va ? Oui, tout de suite. Ou alors on a encore une minute. Allez, ça Jérôme. risque peut-être un petit peu juste, mais on peut peut-être parler de Lauryn Hill. Voilà, Lauryn Hill, donc c'est une star des années 90 grâce aux Fugees, mais aussi grâce à son album The Miseducation of Lauryn Hill, sorti en 1998. Donc Lauryn Hill qui figure dans votre playlist. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est d'ailleurs le seul unique album studio de la chanteuse. Un album bourré d'émotions et de références à la vie de la chanteuse. D'une façon plus générale, cet album de Lauryn Hill, il aborde un terme qui vous parle forcément, Sarah Barouk, puisqu'il le fil rouge de cet album, c'est une dénonciation du comportement des hommes envers les femmes. Le titre Do Wop That Sing, qu'on peut entendre, en est le parfait exemple. Dans cette chanson, Lauryn Hill invite toutes les femmes à bien faire attention à qui elles accordent leur temps, à qui elles donnent leur vie. Elle dénonce sans tabou les violences faites aux femmes, la lâcheté de certains hommes, mais aussi leur côté macho et leur égoïsme. Lauryn Hill invite notamment les hommes à penser davantage avec leur cerveau et à ne pas faire les malins avec des grosses voitures quand ils ne sont même pas capables de payer une pension alimentaire. Par ailleurs, Lauryn Hill s'adresse aussi aux femmes, les invitant à ne pas cautionner le comportement des hommes et à dénoncer ce qui n'est pas acceptable. Bref, Lauryn Hill défend ardemment la cause des femmes, et quand on relit les paroles aujourd'hui, on se dit que cette chanson et cet album sont plus que jamais d'actualité et en aucun cas périmés. Sarah Barouk. Merci beaucoup Jérôme Goulon. On parle culture et encore bien sûr cinéma dans un instant avec vous. En retour d'antenne, tout de suite, c'est le journal de l'information. Restez avec nous sur Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous attends tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le MAG. Avec Alexandre Adler et mes invités, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge au Moyen-Orient. Mais pas seulement. Géopolitique le MAG, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, le journal de l'information présenté par Alexandra Sénicou. Bonjour Alexandra. Bonjour Cyrielle. À la une de l'actualité en Israël, le ministre de la Justice Yariv Levin accueille un compromis sur la réforme judiciaire, même si rien ne dit que ce texte sera retenu. La proposition a été rédigée par l'ancien ministre de la Justice Daniel Friedman. Le plan de compromis empêcherait la Haute Cour d'exercer un contrôle judiciaire sur les lois fondamentales quasi constitutionnelles d'Israël, mais leur donnerait un statut plus important, ce qui exigerait un consensus plus large pour les adopter ou les modifier que ce qui est actuellement requis. Politique toujours, Benyamin Netanyahou met en garde les députés du Likoud qui critiquent les réservistes qui protestent contre la réforme judiciaire. Notre objectif est d'essayer de calmer les tensions et non de les enflammer, c'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement israélien. Les détails avec Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Premier ministre Benyamin Netanyahou
a demandé au ministre Likoud de s'exprimer de manière pondérée dans ce dossier. L'insubordination, a dit M. Netanyahou, à ses ministres est un phénomène dangereux et il faut s'y opposer, mais dans les limites d'un dialogue de fond. Notre objectif, a dit le Premier ministre, est d'apaiser les tensions actuelles. Tout porte à croire que Benjamin Netanyahou a publié cette mise au point après les propos tenus par le ministre des Communications, Shlomo Kareh du Likoud, qui avait lancé que les réservistes refusant de servir en Milouim devaient, je le cite, aller au diable. Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Et la colère des Israéliens contre cette réforme ne désemplit pas. Une nouvelle mobilisation de grande ampleur est prévue demain dans tout le pays. Les manifestants veulent bloquer le cortège de Benjamin Netanyahou qui doit se rendre à l'aéroport pour une visite officielle en Italie. Mais le Premier ministre devrait finalement faire le trajet jusqu'à l'aéroport Ben Gurion en hélicoptère. Au chapitre sécuritaire, Tsahal frappe cet après-midi une unité du Hamas à Gaza. Une réaction après le déclenchement d'explosifs près des forces israéliennes un peu plus tôt dans la journée. Hier, une opération de Tsahal à Jenin a permis de neutraliser le terroriste responsable de la mort des frères Yaniv. Ce à quoi le Hamas a répondu par des tirs de roquettes ce matin, mais elles n'ont pas franchi la barrière de sécurité. La police a de son côté annoncé se mettre en état d'alerte à Jérusalem et ses environs. En Judée-Samarie, les funérailles du terroriste qui a abattu les frères Yaniv se déroulent en ce moment à Naplouse. Des Palestiniens ont insulté les forces de sécurité palestiniennes qui ont répondu par des tirs de gaz lacrymogènes. Un mot de l'actualité en France, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec de nouvelles grèves aujourd'hui, notamment dans les transports. Dans le métro, hormis les lignes 1 et 14 et la 4 où le trafic est normal, sur les autres, entre un quart et la moitié des rames sont assurées. Du côté des raffineries, elles sont toutes bloquées. Le ministre chargé des Transports, Clément Beaune. Radio J. La grève est un droit. Le blocage n'en est pas un, et la violence est un délit. Donc il faut respecter cette gradation. On a le droit de faire grève, de se mobiliser, c'est un droit garanti par notre Constitution. On n'a pas le droit de bloquer au sens empêcher d'autres d'accéder à un site, d'accéder à leur propre travail si eux veulent aller travailler. Ça, ce n'est pas un droit social. S'il y avait des actions de blocage réelles, typiquement dans les raffineries, on ne laisserait pas cela faire. Il ne faut pas brandir des choses avant que la situation existe, mais tout le monde sait, nous l'avons montré au mois d'octobre, notamment dans les raffineries, qu'on ne laissera pas la vie économique la plus essentielle du pays être à l'arrêt. Clément Beaune sur LCI, et puis à noter qu'une nouvelle journée de manifestation est prévue samedi et mercredi prochain dans tout le pays. Et puis c'est un avis de recherche qui nous a été transmis par le SPCJ. Une jeune fille de la communauté a disparu depuis avant-hier. Eva a 16 ans, elle souffre d'autisme. Elle a été aperçue pour la dernière fois à son lycée à Melun. Elle mesure 1m70. Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu, un haut blanc, une doudoune noire et des baskets blanches. Si vous avez des informations, contactez immédiatement le 0818 26 26 0818 26 26. Le numéro est ouvert 24 heures sur 24. On termine ce journal avec un mot de la guerre en Ukraine. Les ministres de la Défense de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui pour préparer un plan de livraison de munitions à Kiev. Sur le terrain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que la prise de la ville de Bakhmout par les Russes leur ouvrirait la voie à tout l'est de l'Ukraine. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve demain à partir de 14h sur l'antenne de Radio J. Et bien évidemment, on revient dans un instant avec mon invitée Sarah Barouk pour ce livre sorti aux éditions HarperCollins, 125 et des milliers. À tout de suite sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J.
On est de retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Et si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité avec notre invitée aujourd'hui, l'écrivaine Sarah Barouk, pour son ouvrage collectif 125 et des milliers, écrit par 125 célébrités qui racontent 125 victimes de féminicide, paru aujourd'hui aux éditions HarperCollins. Et puis on vous retrouve, Jérôme Goulon, puisqu'on l'a promis, la suite de l'émotion. On parle cinéma. Oui, alors on termine notre voyage dans votre univers culturel, Sarah, avec l'un de vos derniers coups de cœur. Il s'agit de The Wall, un film qui sort aujourd'hui en France, avec Brendan Fraser et Sadie Sink, l'une des révélations de la série Stranger Things. Alors ce film nous raconte donc l'histoire de Charlie, un professeur d'anglais qui vit reclus chez lui. Il souffre d'hyperobésité. Il tente de renouer des liens avec sa fille adolescente qu'il a abandonnée quand elle était petite, pour ce qui semble être une ultime chance de rédemption. Et en fil rouge de ce film, on retrouve le thème de l'obésité, évidemment traité, c'est assez rare pour le dire, avec une grande humanité. Je crois que c'est ce qui vous a touché dans ce film. The Wall, la baleine en français, propose en effet de changer de regard sur les personnes en très forte obésité, une obésité qui les plonge dans une solitude et un isolement social destructeur. Alors The Wall est donc un film sur le surpoids, l'autodestruction, la dépression et ses ravages. Un long métrage très émouvant qui permet d'avoir un regard différent sur les personnes en fort surpoids et qui permettra peut-être aux hommes ou aux femmes victimes de grossophobie de se sentir moins seuls et davantage écoutés ou considérés. Je terminerai donc par une citation de George Sand, un symbole du combat de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui disait justement à propos de l'apparence: la beauté de l'apparence est seulement le charme de l'instant, l'apparence du corps n'est pas toujours le reflet de l'âme. Merci beaucoup Jérôme Goulon. Allez, tout de suite, c'est le coup de fourchette de Mickaël Koskas qui vous cuisine sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Mickaël. Bonjour Cyrielle, bonjour Sarah Barouk. Alors déjà, pour moi aujourd'hui c'est la fête, parce que c'est ma 10e aujourd'hui chronique sur Radio J. Mais oui, c'est passé tellement vite. C'est ça. Et vous, c'est la sortie de votre livre 125 et des milliers. Voilà. Félicitations. Donc, Khamcha sur vous, comme on dit chez nous. Je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite pour ce livre. Alors bon, c'est la fête, mais calmons-nous. Reprenons les choses sérieuses. Oui, je sais monter et descendre sur commande. Le sujet sérieux du jour. Après, on va parler de votre plat préféré. C'est qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes. Des droits des femmes. Droits des femmes. Bon, j'allais y venir en fait, mais c'est la journée internationale du droit des femmes. Aïe, vous êtes fait piéger là. C'est ça, mais en fait, c'est parce que je pense que nous aussi, on a le droit à une journée internationale du droit des hommes. Pourquoi ? Pour ne pas payer son plat au resto, parce que des fois, ça coûte cher. Et quand on invite des amis à manger ensemble, on sait jamais si on doit payer ou pas pour pas passer pour un crevard. Mais j'avais oublié, je suis un crevard. Oh, voilà. Quelle honte. Toucher un SMIC à mon âge, il faut vraiment faire attention. Quand je suis au resto avec mes amis, voilà, ça se passe comme ça. Je suis une vraie pince. Et je veux pas vivre au-dessus de mes moyens. Ensuite, je voulais vous dire que moi, personnellement, j'ai aimé une phrase que vous avez dite. Vous avez dit « Je ne peux pas me passer du pain. Je suis une obsessionnelle du pain. » Alors moi, je suis comme vous. Et honnêtement, ça m'a fait bizarre parce que la plupart des gens me trouvent bizarre quand je dis que je mange tout avec du pain. Mais moi, carrément, quand je vais dans un restaurant de pizza où je mange une pizza, je demande aussi une baguette à côté pour pouvoir saucer l'œuf. Ouais, je suis comme ça, j'adore. Même, je sais pas si vous connaissez le plat, la pkeila. Vous avez, ouais. Et quand je mange la pkeila, je le mange même avec du pain et du maïs. Oui, je sais, je suis bizarre. Du maïs ? Ah oui, je prends du maïs dans la pkeila. J'adore ça. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà, moi je suis comme ça. Et en fait, grâce à Cyrielle, je lui ai dit la semaine dernière, je ne paye plus ma baguette de pain. Mon boulanger pense que je le donne à Cyrielle tous les jours. Et en fait, je peux pas lui donner parce que moi, je viens le mercredi sur Radio J. Et juste après, il me le donne le vendredi. Donc, je vais pas le garder jusqu'à vendredi. Je le mange, à contre-cœur, bien sûr. Je le mange toujours à contre-cœur. En plus, je voulais vous dire que... excusez-moi. Ça arrive, oui, ça évidemment. Arrive, des fois, on a des petits bugs. J'adore la littérature et j'ai un point commun avec votre personnage Anaïs dans votre roman Envolez-moi, excusez-moi, c'est ça Envole-moi, voilà. Non, j'ai eu un petit bug. On vient tous les deux du 19e arrondissement de Paris. Quartier atypique ou en couleur, mais j'adore habiter là-bas. Mais moi, jamais j'aurais pu partir comme elle à Nice parce que après la grisaille de Paris, elle a dû rencontrer la grisaille du 3e âge. Oh, les Niçois, vous vexez pas. On a tous moi, j'adore la scène niçoise, par exemple. Le sujet de votre nouveau livre est le recueil de 125 femmes victimes de féminicide qui le racontent. On aimerait que de tels livres fassent changer les mentalités et que tout ça s'arrête, en espérant aussi que ce livre aidera les femmes et qui se sont livrées ou celles qui n'arrivent toujours pas à le faire. Donc je vous souhaite énormément de succès en cette journée des droits aux femmes. Merci beaucoup Mickaël Koskas, et à la semaine prochaine sur Radio J. Allez, tout de suite, c'est le coup de cœur. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30.
Cyrielle Sarah Cohen. Et un coup de cœur tout de suite, Yvette Leclerc, personnage incontournable de La France a un incroyable talent, 2006 qui fête ses 20 ans de carrière avec ce titre tout à fait d'actualité. Place aux femmes, entourée de 21 artistes dont Chantal là-dessous et bien d'autres. Eh bien on découvre ce titre et on en parle avec elle en direct sur Radio J. Femmes, place aux femmes, de toutes les générations, place aux femmes, pour qu'on n'oublie jamais leur nom. Place aux femmes, de toutes les générations, place aux femmes, pour qu'on n'oublie jamais leur nom. Place aux femmes, à celles qui ont donné l'espoir, à celles qui ont changé l'histoire, qu'elles gardent une place dans nos mémoires. Place aux femmes, de toutes les générations, place aux femmes, pour qu'on n'oublie jamais leur nom. Place aux femmes, à celles qui ont changé les lois, qui ont risqué leur vie parfois pour faire reconnaître leurs droits. Place aux femmes, place aux femmes, ouais, place aux femmes. Coco Chanel, Sœur Emmanuel, Lucie Aubrac, Mireille Darc, Yvette Guilbert, Yvette Horner, Fanny Ardant, Jacqueline Maillot, Barbara Piaf, Damien, Anne Sinclair, Joséphine Baker, Simone Veil, Camille Claudel, Marie Curie, Nana Mouskouri, Béatrice Dalle, Suzy Delair, France Gall, Edwige Feuillard, Miss Tinguette, Arletty, Colette, Gisèle Halimi. Place aux femmes, de toutes les générations, place aux femmes, pour qu'on n'oublie jamais leur nom. Place aux femmes, à celles qui ont donné l'espoir, à celles qui ont changé l'histoire, qu'elles gardent une place dans nos mémoires. Place aux femmes, de toutes les générations, place aux femmes, pour qu'on n'oublie jamais leur nom. Place aux femmes, sans qui nous ne serions personne, qui ont fait de nous ce que nous sommes, que l'on soit une femme ou un homme. Place aux femmes. Et vous êtes en train d'écouter cette chanson Place aux femmes d'Yvette Leclerc. Bonjour Yvette. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui, personnage haut en couleur, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup d'être avec nous, c'était évident pour moi de vous faire venir en même temps que Sarah Barouk, parce que ce titre est très fort, Place aux femmes. Qu'est-ce qu'il veut dire pour vous et comment ce titre existe ? Alors c'est place au pluriel, place avec un S, aux femmes. En fait, l'idée c'était de remplacer toutes les places qui existent, comme la place du village, la place du marché, par le nom de toutes ces femmes qui sont autour de nous depuis tellement d'années. Je crois qu'il y a autour de 5 à 10% de noms de femmes sur les places et les rues de France, et je trouve que c'est absolument anormal, et je vois pas l'intérêt de mettre une place de la gare quand il y a la gare à côté. Et puis ce sont toutes ces femmes comédiennes, chanteuses, femmes politiques qui ont été là et qui ont fait notre vie, et je voulais leur rendre hommage et surtout avoir toutes les chanteuses et les comédiennes que je connais, qu'elles acceptent de venir chanter avec moi cette chanson. C'est ça, il y a plusieurs personnalités qui vous accompagnent sur ce titre. On entend évidemment la voix très reconnaissable de Chantal là-dessous, Isa Ferrer, Nicole Ferroni, Stone, Marie-Paul Bell, Elisabeth Buffet que nous avons reçue il n'y a pas si longtemps, ou encore Fabienne Thibault. De quoi parle cette chanson ? On l'a compris, de ses places, etc. Mais il y avait une volonté un peu féministe aussi. Bien sûr, j'adore les femmes. Je suis une femme et j'adore les femmes. Ah oui, donc, voilà, on dit toujours la femme est l'avenir de l'homme, mais la femme c'est extraordinaire. Alors après, j'aime bien les hommes aussi, mais je crois que il ne faut pas opposer les unes aux autres, les femmes aux hommes. Je pense qu'on est tous là pour être dans un monde formidable. J'ai envie qu'on défende les femmes. Elles nous donnent tellement d'émotions, notamment dans la chanson. On peut toutes les citer. Elles m'ont tellement donné, elles m'ont tellement appris, et j'ai chanté uniquement parce que je les aimais. Voilà. Eh bien, c'est très beau ce que vous êtes en train de nous dire. Yvette Leclerc, vous avez un parcours assez époustouflant. Vous avez découvert dans La France un incroyable talent. Mais je parlais de vous tout à l'heure à mon réalisateur Philippe Sinclair qui m'a dit mais bien sûr, ça me dit quelque chose. Il y a un point virgule dans l'histoire, plusieurs 13 ans point virgule le dimanche soir. Un rendez-vous très spécial, oui. C'est ça, avec plusieurs scènes, plusieurs spectacles. Racontez-nous. Et je tourne depuis 20 ans. On va fêter les 20 ans puisque j'ai démarré dans une soirée de parodie de Laurent
Eurovision, qui s'appelle l'Eurovartovision, C'est ça. où j'ai chanté la chanson d'Anne-Marie David, qui avait gagné en 1973. Vous voyez, ce sont les 50 ans de la chanson qui s'appelle Tu te reconnaîtras. Ah, c'est drôle, hein, vous voyez tout ça, il y a des ondes comme ça qui se mêlent, voilà, mes 20 ans et les 50 ans de la chanson d'Anne-Marie David. À l'époque, c'était à La Cigale. Vous produisiez sur la scène de La Cigale. Ensuite, on vous a vu au Festival d'Avignon. Voilà. Des premières dates à partir de 2006 au Point Virgule, où vous êtes resté 13 ans. Spectacle d'Édouard Baird, La folle et véritable vie de Luigi Prizzotti en 2006-2007. Et puis La France a un incroyable talent. Et depuis, alors, où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut vous voir? Parce qu'il y a des albums, il y a des DVD, il y a des pièces de théâtre. Et depuis, ça se calme un peu parce qu'effectivement, il y a une sorte d'effervescence avec le spectacle d'Édouard Baird, avec le Point Virgule, avec incroyable talent. Et puis après, il a fallu essayer de changer un petit peu son répertoire, d'apprendre les choses. J'ai appris à chanter, parce que je chantais quand même extrêmement mal. Et j'ai pris des cours de chant. Et j'ai aussi appris à écrire. Je ne savais pas vraiment, je faisais des parodies de chansons. Je reprenais les chansons illustres de Juliette Gréco et d'autres, et Anne Sylvestre, et toutes ces grandes dames, ces grandes féministes, quand même, Anne Sylvestre, voilà, une des plus grandes chanteuses féministes. Et petit à petit, je me suis mis à écrire. Et après, ce sont des rencontres. J'ai rencontré des compositeurs. Et puis, nous avons fait un petit single. Et puis, un premier album de 17 chansons. J'ai dit, moi, il m'en faut 17. Parce que voilà, je ne veux pas en avoir 3 ou 4. Et puis, un troisième album. Et puis, voilà. Et puis, j'ai continué. Et puis, j'ai fait des revues. J'ai tourné beaucoup partout en France. Je faisais tout, des boîtes de nuit, des choses comme ça. C'était un peu difficile. Et puis, j'avais ce rendez-vous du dimanche soir. C'était à 22h30. C'était vraiment un rendez-vous d'amour avec les gens qui venaient. Certains venaient tous les 2 ans, 3 ans me revoir. Il y en a qui se sont rencontrés à mon spectacle. C'est fou, Dans la queue du Point Virgule, vous avez des gens qui se sont rencontrés, qui revenaient fêter leur rencontre. Voilà. Yvette Leclerc, aujourd'hui, il y a ce single, Place aux femmes au pluriel, avec toutes ces personnalités. Il y a 2 versions parce qu'effectivement, vu que la chanson, elle est une chanson normale, on a voulu quand même que toutes ces voix aient leur place. Oui, leur place, c'est qu'à le dire encore une fois. Et certaines, donc, on les a mis dans la 2e version et ça fera partie, bien sûr, de l'album qui sortira, qui s'appellera Place aux femmes sans S, puisque je ne chante que des chansons de femmes, puisque c'est toutes les chansons qu'une femme chante sont des chansons de femmes. C'est un album prévu pour quand? On espère à la rentrée. Je chante les chansons sur scène déjà parce que je suis un peu comme Barbara qui rodait beaucoup ses chansons sur scène. Vous savez, moi je ne sais pas être en studio puis savoir un petit peu comment les chanter. Yvette Leclerc, on attend donc cet album pour bientôt. Sûr. On va vous suivre sur les réseaux sociaux. Une prochaine scène éventuellement à annoncer? Je termine ma revue que je fais depuis 16 ans, donc ça sera le 24 mars à Wavrin, à côté de Lille. Ça s'appelle le Bulletin Musical et après je pars pour le week-end de Pâques à Limoges, voilà, au Petit Théâtre ou Café Théâtre de Limoges, voilà, et après je serai à Ardentes le 23 avril, voilà. Après je ne sais plus ce que je regarde pas. Je suis plus toute jeune. En tout cas, nous on va regarder sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Yvette Leclerc d'avoir été mon coup de cœur sur l'antenne de Radio J. De passer cette chanson aujourd'hui, c'est vraiment les droits des femmes. Il faut vraiment, c'est très important. Les femmes ont des droits, mais c'est tous les jours qu'on doit fêter les femmes. Exactement, c'est très bien dit. Merci beaucoup Yvette Leclerc d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Au revoir. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Sarah Barouk, on a l'habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. C'est une autre émotion, c'est celle de Joseph Agostini, psychanalyste qui vous a écouté longuement, qui a pris toutes ses notes à côté de vous. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Sarah. J'ai peur là. Non, faut pas. Alors moi ce que je dirais d'abord c'est reprendre votre expression. Vous avez dit à un moment donné à propos d'une victime, elle a eu une envie révolutionnaire, vous vous souvenez dans l'émission vous avez parlé de ça, et je dirais une envie révolutionnaire, voilà ce qui régit sans doute les femmes pour s'affranchir de la violence masculine encore aujourd'hui en 2023. Il faut se faire la révolution, c'est toujours une petite révolution copernicienne quand même quand on ose remettre en cause cette guerre des sexes qui peut être meurtrière au fond, puisque derrière tout ça il se cache une guerre encore aujourd'hui. La guerre de ce dominant masculin qui peut parfois écraser la femme pour conquérir finalement son pouvoir. Tout à fait. Mais ce que j'aime beaucoup dans votre terme et dans votre métaphore, c'est la question de la révolution. Et finalement, lorsque j'ai abordé le moment où je suis revenue chez moi et où j'ai fait face à la petite fille que j'étais, j'ai eu ce sentiment de revenir au départ, d'avoir fait un long tour et de revenir. Et c'est ça une révolution. Oui, c'est vrai, au fond. Au sens propre du terme. Alors une envie révolutionnaire, voilà ce qui à mon regard vous meut, Sarah, pour parler, pour écrire, pour représenter ces femmes mortes sous les coups
ou encore meurtries par la folie perverse de ceux qui les détruisent hors de tout soupçon. Parce que c'est cette dimension-là, finalement, du hors de soupçon dont vous nous avez également parlé. Cette violence peut être parfaitement invisible. Et c'est ce qui la rend aussi beaucoup plus terrorisante pour chacun d'entre nous, hommes ou femmes. Oui, tout à fait. En fait, on a l'impression d'être véritablement coupable. Moi, je sais que pour ne pas devenir folle dans cette période où j'ai essayé de revenir à la vie, je relisais les messages que j'envoyais à ma psychiatre totalement en panique. Et ça m'est arrivé de lire, par exemple, que oui, non, mais là, j'ai été projetée par terre parce que j'avais dit au taxi par quel chemin il devait passer et j'avais promis que je ne parlerais pas aux hommes. Oui. Donc c'est de ma faute. Oui, c'est ça. Oui, c'est de votre faute. L'intériorisation de cette culpabilité. La mécanique, c'est que les règles que l'on doit suivre sont tellement absurdes qu'on finit par croire qu'on est soi-même coupable. Alors, vous avez très bien défini ce grignotage quotidien qu'est la violence physique ou psychique, l'emprise qu'il faut dépasser pour porter une parole subjective, pour se défaire d'une hantise collective. Tout au long de cette émission, vous avez procédé par ordre, Sarah. Voilà ce que je dirais, par ordre, avec sagesse, nuance, en déshystérisant, en démystifiant, et elle est là votre force, en démystifiant ces situations pour ne pas brûler l'agresseur, pour ne pas idéaliser la victime, pour simplement dire ce qui est, avec une éthique au service de la vie, je dirais, ni au service du bien, ni au service du mal, mais de la vie. La vie... quand elle recommence, au fond, après avoir été détruite. Mais il n'y a pas de vie sans mort et de mort sans vie. Et je crois qu'on a toujours besoin de mettre la mort à distance. Et c'est un peu ça, les chiffres. C'est mettre la mort à distance, c'est mettre la peine de l'autre à distance. Alors qu'en réalité, les choses ne prennent sens que lorsque l'on les considère pour ce qu'elles sont. Alors, vous avez soigneusement évité les stéréotypes, car vous n'en êtes pas un vous-même. Voilà ce que je dirais. Vous fuyez précisément, à mon regard, la caricature qui dessert et le bourreau. Et d'ailleurs, je me trompe, je dis et la bourreau et le victime, le et la victime. On ne sait plus très bien d'ailleurs. Ce masculin-féminin peut être très ambigu au fond. Et justement, vous ne versez pas dans la caricature, vous donnez finalement les clés pour comprendre et non pas pour accuser. Et vous avez dit quelque chose également de très important, je crois. Vous avez dit « Je n'avais pas de repère dans mon bonheur et ça me tranquillisait quand les choses étaient dramatiques. » Et je trouve ça très courageux de le dire parce que finalement, cette déclaration, elle dit combien il est difficile de s'autoriser à être dans la vie quand l'autre nous ramène infailliblement à une image dégradante et affaibissante de nous-mêmes. On est soi-même, en quelque sorte, complice de son propre malheur. Tout à fait, et je dirais même que ça continue après. Je parle dans le livre justement de la difficulté de ne pas être la bonne victime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme qui a vécu ce que j'ai vécu, ou pire, ou moins pire, et qui finalement reprend goût à la vie, chante, danse et vivante, et bien finalement on se met à douter de ce qu'elle a vécu. Comme si une victime fallait qu'elle le reste toute sa vie. Moi en fait je peux considérer que j'ai été victime de telle date à telle date, que j'ai suffisamment donné à la douleur et qu'aujourd'hui je veux juste croquer la vie et apprendre ce que c'est que d'être heureuse. Il m'arrive pas que des choses bien, mais j'ai décidé de les voir autrement et j'y ai droit. Oui, c'est ça. C'est finalement être dans la vie en étant capable de dépasser ce statut de victime, d'en faire quelque chose. Mais oui, parce que le stéréotype en fait n'est pas humain. Un stéréotype, c'est typiquement, c'est pas quelqu'un. Oui, c'est quelque chose qui reste aussi, un stéréotype. C'est quelque chose qui est pétrifié, quoi. C'est l'idée qu'on se fait des choses. Et c'était un ostéopathe un jour m'avait dit ça. Pendant toute cette période où j'allais pas bien, j'avais évidemment plein d'autres symptômes. J'ai fait du psoriasis, je me suis... bref, j'étais pas bien et j'avais des rigidités dans le corps. Donc je devais aller voir un ostéo. Et il m'avait dit, mais tu sais que la rigidité, c'est la mort. Mais ça parle aussi même physiquement. Même le corps se mettait au garde à vous. Un membre qui se rigidifie, c'est un membre mort. C'est pareil avec les idées et c'est pareil avec la vie. Lorsqu'on fige une situation, finalement, on s'éteint.
Alors, comment en effet transformer la tragédie en vie ordinaire ? Et ça me rappelle ce que nous disait Sigmund Freud, qui soulignait combien l'être humain avait tendance à retourner le chaos, à retourner au chaos en retournant l'arme contre lui-même, quand il ne se sentait pas à la hauteur. C'est finalement ce que vous dites, et c'est beaucoup plus compliqué. Au fond, d'être victime, c'est aussi et surtout de devenir progressivement la victime de soi-même. Oui, la victime de soi-même. Et puis, ce dont j'ai pris conscience dans le livre et que j'écris, quand je dis que je ne veux plus être considérée comme ça, c'est qu'on n'est pas victime tout seul dans la nature, on est la victime de quelqu'un. Oui. Et lorsqu'on a été victime d'un homme, finalement, continuer à être considéré comme victime, c'est entretenir ce lien avec lui. Puisqu'on est sa victime. Ouais. Je ne suis pas la victime de tous les hommes, j'ai été la victime d'un homme de telle date à telle date. Oui. Donc finalement, quand on me réduit à ça, on me remet encore dans ce couple. Oui, et la capacité de le nommer permet justement de s'extraire. Exactement. Alors, à l'image de Stevie Wonder, je vais reprendre justement ce que nous disait Jérôme Goulot à son sujet. Il est revenu dans le monde des vivants. Je dirais pour terminer que vous instillez, Sarah Barouk, une envie de renouer avec un monde plus juste, capable de dépasser les intolérances et les clivages, capable de se délivrer de lui-même. Voilà. Merci beaucoup. J'ai adoré ce qu'on s'est dit. Et merci beaucoup Joseph Agostini, que l'on retrouve tous les mercredis sur l'antenne de Radio J. C'est la fin de cette émission. Sarah Barouk déjà avec vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous sortez cet ouvrage collectif 125 et des milliers, écrit par 125 célébrités qui racontent 125 victimes de féminicide, mais écrit aussi par vous, évidemment, il faut le dire. Le livre paraît aujourd'hui aux éditions HarperCollins. Merci pour cet échange. Un tout petit mot de la fin. Déjà, je vous remercie aussi et j'ai une vraie pensée pour toutes les familles qui m'ont fait confiance, pour qui c'était pas facile de se confier. On a vécu des moments incroyables où elles avaient très peur de répondre à mes questions, où finalement chaque entretien s'est soldé par de la joie. Parce qu'on se rend compte que lorsqu'on a été victime comme ça de la perte d'un proche, on nous cantonne aussi à la tristesse et que parfois se rappeler la vie qui a été, ça fait du bien. Merci beaucoup Sarah Barouk, merci encore d'être venue nous voir aujourd'hui. Merci à l'artiste Yvette Legler d'avoir été mon coup de cœur aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. À la réalisation audio et vidéo, Philippe Sinclair aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous, bien sûr. On se retrouve demain dès 15h avec mon invité Charles Berling sur l'antenne de Radio J. À demain et belle journée à tous. Radio J. Place aux femmes.